Merci pour cette présentation, merci pour cette invitation. Moi non plus, je n'ai pas l'habitude de parler devant de grands auditoires. Et puis, étant chercheur plutôt qu'enseignant, je n'ai pas cette éloquence. Donc, je vais lire un texte. J'espère que je vous demande un peu de patience, quoi. Et au moment de la discussion, si nous en avons une, je le quitterai un peu. Alors, en fait, j'ai écrit un livre sur la panique morale sans me rendre compte que le mot panique contenait vraisemblablement une référence au dieu Pan. Pan est pourtant une figure fameuse de la mythologie grecque. On dit qu'il était tellement affreux à la naissance que sa mère s'enfuit en courant après l'avoir vu. On voit bien les Marx Brothers jouer une scène de ce genre. Mais il était si drôle et affable que tous les dieux de l'Olympe se réjouir de l'avoir parmi eux. Pourtant, l'action de Pan n'est pas vraiment sympathique, il est en effet le dieu des foules hystériques. On m'a demandé si je croyais vraiment que le dieu Pan faisait encore des siennes dans le monde moderne. J'aurais pu répondre oui, dans la mesure où il existe toujours des foules violentes et haineuses, dont Pan est traditionnellement le patron. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette panique qui relève de l'action collective ou des mouvements de masse épidémiques et incontrôlés. C'est ce que j'appelle la panique morale. Elle concerne la pensée et la sensibilité de chacun. Elle est relative à nos fausses croyances, nos émotions inappropriées, nos préjugés infondés. Je m'y intéresse parce que je crois qu'elle fait des ravages dans certains débats de société qui nous concernent tous et qu'elle est souvent prise à tort pour une forme de sagesse. Ainsi, on entend dire que si le suicide assisté, le mariage gay, les mères porteuses, l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux femmes âgées ou aux lesbiennes étaient autorisés, si le travail sexuel ou la consommation de cannabis était légalisée, si la liberté d'expression artistique n'était pas surveillée et limitée, les conséquences pour l'humanité seraient catastrophiques. Ce qui pourrait s'effondrer, selon ces nouveaux prophètes du malheur, qui ont peur de tout, sauf d'exagérer, évidemment, c'est ce qu'ils appellent les valeurs, les repères, les règles les plus élémentaires du vivre ensemble et les bases de notre identité en tant qu'humains. C'est à tout cela que je pense quand je parle de panique morale. Ces mots me servent à qualifier un certain type de réaction d'affolement intellectuel ou émotionnel dans certains domaines spécifiques. Ces réactions d'affolement sont morales parce qu'elles concernent les fondements du vivre ensemble et du rapport à soi. Elles expriment une panique parce qu'elles sont, à mon avis, du moins justifiées et disproportionnées. Elles reposent sur un ensemble de raisonnements fallacieux dont les trois principaux sont les suivants. Premièrement, l'argument de la pente glissante ou fatale. Deuxièmement, l'argument disant qu'il ne faut pas jouer avec la nature. Troisièmement, le raisonnement qui consiste à confondre ce qui est choquant, ce qui est immoral et ce qui devrait être interdit par la loi. Alors, je vais passer rapidement en revue chacun de ces points, en commençant par la pente fatale. Il est facile d'illustrer l'argument de la pente glissante ou fatale, car il a été utilisé de façon surabondante et caricaturale dans le débat autour du mariage gay ou de la consommation de drogues dites douces. D'après lui, si on autorise le mariage gay, on en viendra nécessairement à admettre les unions de groupe, le mariage polygame, les familles incestueuses et pourquoi pas le mariage avec les animaux. L'argument de la pente glissante ou fatale intervient plus clairement lorsqu'il affirme que le mariage gay conduira nécessairement au mariage entre membres d'espèces différentes. Or, c'est précisément ce qu'il faudrait démontrer. Et à première vue, le lien n'est pas évident. Dans le cas de la consommation de cannabis, c'est un vrai délire qui se déclenche chez les plus réactionnaires. Ils me disent que si on commence par fumer un joint, on finira nécessairement par devenir accro à la cocaïne, aux amphés, à l'héroïne, et certains seront obligés d'assassiner des vieilles dames pour se les payer. Par conséquent, pour protéger les vieilles dames, il faut interdire de fumer des joints, puisque c'est le premier pas sur la pente fatale. Dernier exemple, on entend souvent dire que si on autorise l'euthanasie pour les personnes en fin de vie qui souffrent terriblement, on l'acceptera nécessairement un jour pour les vieux, les pauvres, les personnes gravement handicapées qui encombrent les lits des hôpitaux et qui coûtent trop cher à la sécurité sociale. C'est encore une pente glissante qui est loin d'être établie. On peut approuver l'euthanasie dans certaines conditions et la rejeter catégoriquement dans d'autres. En réalité, l'histoire démontre que les pentes glissantes ou fatales ne le sont pas tant que ça. Dans les débats autour de l'avortement ou de l'abaissement de l'âge de la majorité, l'argument de la pente glissante a été surexploité. Par exemple, si on n'interdit pas l'avortement, alors quelle raison aurons-nous de ne pas autoriser l'infanticide ? Si on accorde le droit de vote aux jeunes de 18 ans, pourquoi pas le donner aux bébés ? Mais bien sûr, rien de tout cela ne s'est jamais produit.
Si on examine d'un peu plus près l'argument de la pente glissante, on s'aperçoit qu'il est du même niveau intellectuel, bon, pas très élevé, que le proverbe associé « qui vole un œuf, vole un bœuf ». C'est un proverbe vide. En effet, on dit « qui vole un œuf, vole un bœuf », mais on n'explique pas pourquoi. Alors c'est là que se situe le problème philosophique. On peut être disposé à accepter que certains engrenages sont dangereux. En politique, par exemple, celui qui va du dénigrement systématique de la démocratie à la persécution des dissidents. Mais il faudra aussi savoir pourquoi ils le sont. Or, l'argument de la pente glissante ne contient aucune explication en lui-même. Il se contente d'enregistrer une séquence de faits qui se succèdent. Nous restons donc avec la question philosophique principale sur les bras. Pourquoi celui qui vole un œuf volerait-il un bœuf, en admettant que l'enlèvement et le transport ni vu ni connu du bœuf ne posent pas de problèmes insolubles? Est-ce par nécessité métaphysique, c'est-à-dire parce que l'homme est mauvais par nature et qu'il cherche toujours à faire le plus de mal possible? Est-ce à cause d'une tendance psychologique à en vouloir toujours plus? Est-ce une question de compétition que les sociologues pourraient examiner? Pour se débarrasser de ces interrogations, il faudrait prendre chaque proverbe comme une vérité d'évidence. Mais c'est impossible, car la vérité des proverbes est douteuse, ce qu'on admet aisément lorsqu'on s'aperçoit qu'ils viennent souvent par paires contradictoires, comme « qui se ressemble s'assemble et les contraires s'attirent ». Bon, ça c'était le premier point sur la pente fatale. Je vais donc passer au deuxième argument qui est donc source de panique morale. Il ne faut pas jouer avec la nature. Donc ce deuxième raisonnement fallacieux, qu'on peut voir comme un symptôme de panique morale, consiste à nous mettre en garde contre jouer avec la nature ou aller contre la nature. Cet argument est aussi vieux que le monde humain. Il aurait pu être utilisé pour interdire la pilule contraceptive, les transplantations d'organes et même le fil à couper le beurre. Il est considéré comme un argument décisif contre l'accès des gays et des femmes dites trop âgées à l'assistance médicale à la procréation, alors qu'il ne fait qu'exprimer des préjugés sociaux. À 40 ans, les femmes ont en moyenne encore la moitié de leur vie devant elles et leur longévité ira croissant. Progrès de la médecine aidant, elles resteront de plus en plus longtemps en bonne santé, maîtresses de leurs capacités et de leurs apparences. La possibilité de congeler leurs ovules leur permettra de concevoir un enfant tardivement sans risque et même de pouvoir le faire longtemps après la ménopause. Pourtant, ces perspectives sont massivement condamnées au nom de l'argument disant qu'il ne faut pas aller trop loin contre la nature, car cette dernière est la meilleure protectrice de nos intérêts et surtout de ceux de nos enfants. Quel enfant voudrait avoir pour mère une personne qui serait en âge d'être sa grand-mère, ou plus? En revanche, l'argument disant qu'en jouant avec la nature, on porte atteinte aux intérêts de l'enfant n'est pas invoqué pour condamner les techniques de réanimation néonatale qui ne vont pas moins contre la nature et laissent souvent des séquelles aux nouveau-nés contre leurs meilleurs intérêts. L'argument est donc utilisé de façon sélective. Il est souvent aussi infondé. Parmi les raisons avancées dans le débat public pour rejeter les revendications des couples de même sexe au droit de fonder une famille, l'un des plus récurrents affirme que c'est une nécessité psychologique pour un enfant d'être élevé par deux parents de sexe différents et deux seulement. La transgression de cette prétendue loi naturelle causerait un préjudice considérable à l'enfant. Bon, là, tout le monde connaît les objections. Les études empiriques relatives aux enfants élevés par des parents de même sexe, réalisées à ce jour, ne semblent pas confirmer l'existence de différences significatives du point de vue émotionnel, cognitif, social ou sexuel entre ces enfants et ceux des couples hétérosexuels. Enfin, l'argument est confus, comme dans le cas du clonage reproductif humain. Depuis le vote de la deuxième loi de bioéthique, 2004, le clonage reproductif humain est qualifié de crime contre l'espèce humaine. Il est plus gravement puni que l'assassinat précédé de viol, de torture, d'actes de barbarie, alors qu'il s'agit en fait de mettre des êtres au monde et pas de les éliminer. Pourtant, la qualification de crime contre l'espèce humaine n'est pas claire. Qu'est-ce qu'un crime contre l'espèce humaine? Est-ce que la loi exclut les tentatives de modifier certaines des caractéristiques physiques de l'être humain, comme sa durée de vie moyenne, sa sensibilité à la douleur, sa perte progressive d'acuité auditive et visuelle et autres déficits liés à l'âge? Jusqu'où faut-il protéger la nature humaine ou l'espèce humaine? Ce n'est jamais spécifié. Presque tout dans les sociétés modernes, de la pilule contraceptive à la vie dans des agglomérations gigantesques, en passant par les antibiotiques, pourrait être décrit comme allant contre la nature. Lorsque l'argument est employé de façon sélective pour rejeter des revendications à plus de liberté dans le domaine sexuel ou procréatif, il y a des raisons de s'en méfier. Par ailleurs, l'argument est souvent confus, comme dans le cas du clonage, et ses prédictions sont souvent fausses, comme dans le cas de l'homoparentalité.
Bon, je vais passer au dernier argument. Vous voyez, je vais aller assez rapidement cette fin de matinée. C'est la confusion qu'on fait fréquemment entre le choquant, l'immoral et ce qui devrait être interdit par la loi. Et c'est aussi pour moi un symptôme de panique morale. Cette confusion se manifeste dans la demande de plus en plus insistante à mettre des limites à la liberté d'expression artistique. Il rend les gens de plus en plus sensibles à l'idée qu'il ne serait peut-être pas mal de rétablir les délits de blasphème et de sacrilège. Pour Léon Casse, ancien président du Conseil de bioéthique américain, il faut prendre au sérieux la répulsion spontanée qu'éprouvent la plupart des gens à l'égard du clonage reproductif humain ou du transsexualisme. Selon lui, cette aversion est une forme de sagesse. Elle a une valeur morale, elle justifie l'exigence d'interdire absolument ces pratiques et ces innovations normatives. Est-il évident cependant que nos façons d'être choqués expriment une forme de sagesse ? L'aversion à l'égard de l'homosexualité ou de la liberté sexuelle des femmes sont encore très largement répandues. Sont-elles des formes de sagesse ? En réalité, il faudrait toujours distinguer ce qui est choquant, ce qui est moralement ou éthiquement inacceptable, ou ce qui devrait être sanctionné par la loi. Par exemple, on peut juger qu'il est choquant ou offensant de nettoyer la cuvette des toilettes avec un drapeau français bleu, blanc, rouge, acheté pour la Coupe du Monde de football et qui n'a servi à rien. Mais il ne s'ensuit pas que nous devrions juger que c'est un acte immoral et qu'il faudrait incarcérer d'urgence son auteur. On devrait de la même façon pouvoir être choqué d'apprendre que notre voisin a des fantasmes pédophiles sans penser automatiquement que ces pensées devraient suffire à lui imposer des soins psychiatriques ou à justifier son enfermement. En effet, la loi des États démocratiques n'est pas faite pour contrôler les pensées ou les fantasmes, aussi répugnants soient-ils, mais la tendance à lui faire jouer ce rôle existe certainement, comme on le voit avec des projets de placer en détention, en rétention de sûreté, des personnes supposées dangereuses, même si elles n'ont commis aucune infraction. Il faut prendre conscience de tout ce que nous risquerions de perdre si cette tendance se généralisait, si nous prenions l'habitude de penser que ce qui choque, c'est-à-dire ce qui peut provoquer des émotions négatives de dégoût ou de répulsion, était nécessairement vu comme immoral et avait nécessairement vocation à devenir illégal. Si c'était le cas, nous perdrions une bonne partie de notre liberté d'expression politique et artistique. Ce serait une grave régression de nos systèmes moraux et légaux produite par la panique morale. La question se pose évidemment de savoir pourquoi la panique morale gagne tant de gens dès qu'ils essayent de se situer par rapport à ces questions de sexe, de procréation, de fin de vie ou d'expression artistique. Il se pourrait qu'elle exprime une peur plus générale, une peur dont les philosophes ont beaucoup parlé, la peur de la liberté. Mais je suppose qu'il y a d'autres explications un peu plus terre-à-terre. Pour l'autodéfense, on pourrait dire que ces trois raisonnements douteux, la pente fatale, la mise en garde contre le fait de jouer contre la nature ou avec la nature et le glissement du choquant à l'immoral, n'expriment rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler un principe de précaution morale. Mais l'usage de cette notion, qui peut avoir un certain intérêt pour régler nos attitudes à l'égard des aspects purement techniques des innovations scientifiques, est particulièrement dangereux quand il est appliqué au domaine des innovations politiques et morales. C'est celui qui a toujours été utilisé par les plus conservateurs pour exclure tout changement social, surtout lorsqu'il était en faveur des plus pauvres, des plus opprimés. Il a servi à justifier l'esclavage, l'inégalité sociale, la discrimination raciale, l'assujettissement des femmes, le refus de décriminaliser l'homosexualité. Bon, son pédigré n'est pas très glorieux. Et je vais me permettre de proposer pour finir un court diagnostic sur les raisons qui font que nous sommes si vulnérables à ces trois arguments douteux et à la panique morale. Il me semble que nous y succombons parce que nous avons les plus grandes difficultés à porter sur tout un ensemble de questions dites de société, un jugement bien pesé qui ne reposerait que sur les principes d'une éthique minimale, celle dont vous avez parlé. C'est une éthique pauvre ou modeste qui vaut pour les sociétés démocratiques et pluralistes comme la nôtre, débarrassées d'arguments de nature religieuse ou métaphysique, ayant définitivement renoncé aux formes les plus grossières de paternalisme. C'est cette éthique minimale à laquelle tant de gens résistent lorsqu'ils agitent les épouvantails de la panique morale. Cette éthique part de l'idée qu'il faut distinguer ce qu'on fait aux autres et ce qu'on fait à soi-même. Bon, pensez à la différence qu'il y a entre se suicider, tuer quelqu'un, ou entre le fait de mentir à quelqu'un et de se mentir à soi-même. Pour un philosophe comme Kant, c'est la même chose. Pour d'autres, dont je fais partie, il faut faire une distinction importante entre les deux. Le seul principe moral est de ne pas nuire aux autres. Bon, c'est un très vieux principe, mais du point de vue philosophique, ce qui compte, ce sont ses implications. Car si tout ce qui compte moralement, c'est de ne pas nuire aux autres, alors toutes les formes de domination, d'exploitation, d'élimination devraient être
exclu. Mais ce qu'on fait de sa propre vie, ou ce que les autres font entre adultes consentants, n'a aucune importance morale à mes yeux du moins. Il n'y a pas de devoirs moraux envers nous-mêmes, telle est la thèse principale de l'éthique minimale. Toute intervention dans le but de corriger les façons de vivre d'autrui sont des expressions d'un paternalisme qui aurait dû disparaître depuis longtemps, à mon avis du moins.